Quand je suis arrivé il y a 1 an, on avait déjà pas mal de bonnes pierres qui étaient mises en place. Ça s'est créé vraiment sur un bon relationnel avec la partie professionnelle. Et comme on a créé le produit avec cette audience-là, on a déjà une énorme crédibilité au niveau professionnel. On est suivi, recommandé même par ces professionnels et on a utilisé justement ces professionnels en tant que porte-parole. C'est là-dessus aussi où on est rentré sur le marché. Donc on a besoin véritablement de cet aspect professionnel derrière qui est une légitimité en fait. Donc, bienvenue à tous au volet discussion du podcast Commercialité. On a la chance aujourd'hui de s'entretenir avec Anthony Dulieu, directeur marketing et e-commerce chez Light Inderm. Pour ceux qui ne connaîtraient pas la marque, on parle d'une entreprise offrant un produit technologique et révolutionnaire aidant à régénérer notre peau. Le produit s'attaque à un nouveau segment de marché et on doit donc bâtir une approche marketing excessivement spécifique. On va en discuter ensemble aujourd'hui. Anthony Dulieu, merci beaucoup d'être avec nous. Merci à toi pour l'invitation. Anthony, je pense que ça va être important que tu puisses bien expliquer à notre audience votre produit. Si on fait des recherches sur votre site Internet, c'est assez intriguant et je pense que ça vaudrait la peine de bien expliquer à notre audience ce que vous essayez de faire chez Light Inderm. Oui, bien sûr. Light Inderm, c'est un peu un chemin entre, comme tu l'as dit en fait, entre la tech, véritablement, on est sur le marché du device qui est tout nouveau, et puis la cosmétique ou la dermocosmétique si on veut être précis. C'est un device. La façon dont ça fonctionne, il faut un peu penser à ce que tout le monde va connaître, c'est Nespresso. On a une machine, donc on a un monoproduit en fait qui est la machine à café. Puis ensuite, on va le personnaliser avec les capsules. Donc c'est un peu ce qu'on fait aussi. Donc chaque capsule a sa problématique, répond à sa problématique de peau. Et la façon dont ça fonctionne en fait, c'est qu'on utilise la technologie qui est de la lumière pulsée, qui va stimuler la régénération cellulaire. Et puis ça va marcher en synergie du coup avec un sérum photoactif, donc photoactif qui va s'activer en fait avec la lumière, hein, donc qui va créer vraiment une synergie entre les deux. C'est pas n'importe quel sérum qu'on peut trouver sur le marché. C'est vraiment lié à la longueur d'onde spécifique qui va être pulsée sur la peau et l'actif va être activé avec cette lumière-là. Et donc on collabore en fait avec beaucoup. Il faut savoir qu'il y a eu 7 ans de recherche, hein, avant la commercialisation de cet outil. Donc il y a vraiment un vrai sérieux et c'est basé sur un prix Nobel d'ailleurs de chimie, un prix Nobel de 2015 qui a travaillé sur cette synergie justement, la photolia, donc un photoactif avec une longueur d'onde. Donc c'est vraiment basé sur sur de la dermatologie, sur de la science, et qui va venir impacter, qui va venir en fait régénérer effectivement au niveau cellulaire, au niveau de l'ADN même, qui va venir réparer l'ADN dû au dommage des UV, ce qui est extrêmement impactant sur la peau, notamment en fonction de l'âge aussi vers lequel on avance. On peut avoir plein de choses, des taches, on peut avoir des rides qui vont être liées au soleil, on peut avoir des dégâts sur la peau et voilà. Nous, notre but, c'est vraiment de venir un petit peu sauver toutes ces peaux de ces problématiques qui peuvent exister, qui sont assez régulièrement dues en fait à l'impact des UV. Donc nous, c'est la lumière, l'impact de la lumière, l'aspect négatif, et nous on vient y ajouter cet aspect positif, on vient réparer ces dégâts de la lumière avec de la lumière spécifique du coup. Intéressant. Et si on regarde ton parcours, tu as été pendant quasiment toute ta carrière maintenant dans le domaine cosmétique et dermocosmétique en général. Tu as travaillé chez WAM Cosmétique et chez Blossom également récemment. Ouais. Qu'est-ce que ces expériences t'ont amené? Parce que je pense que tu fais face à un nouveau défi maintenant, quelque chose d'assez exceptionnel. Quel type d'expérience tu as été capable d'aller chercher chez ces entreprises-là qui t'aident maintenant à mieux attaquer le défi que tu as avec Light Inderm? Ouais, non, c'est sûr, c'est vrai que j'ai pas commencé au démarrage dans la cosmétique et je m'y suis retrouvé honnêtement un petit peu par hasard parce que je suis pas consommateur à la base, donc c'est ça qui était assez intéressant quand j'ai commencé dans la cosmétique, c'est que il y avait un vrai challenge de comprendre les consommateurs, d'avoir une vraie empathie sur le psyché, la psychologie, de comprendre les besoins et la logique derrière les choix de ces consommateurs, parce que j'avais pas fait moi-même ces choix en fait avant, donc il y avait un vrai challenge au départ, et je pense que mes expériences chez WAM et chez Blissim ensuite m'ont permis, déjà c'était des audiences extrêmement différentes, donc en fait à chaque fois il a fallu vraiment s'adapter, comprendre, et c'est là aussi cette adaptabilité, et sur ce nouveau challenge avec Light Inderm où on est encore sur une audience complètement différente avec un marché qui est tout nouveau, avec des gens qui nous connaissent pas. Donc il y a vraiment je pense que c'est ça le gros moteur, c'est d'essayer vraiment de comprendre ces besoins, cette deep need en fait chez les consos, pas juste la recherche d'une solution, mais aussi il y a les besoins émotionnels derrière qui vont être différents
en fonction de chaque consommateur. Donc c'est ça qui est hyper intéressant. Et puis bon, après c'est l'expérience aussi de la startup, de comprendre avec des moyens un petit peu voilà, limités, hein, clairement, avec des équipes limitées, comment on va faire face à ces problèmes de construction d'une marque, hein. Et c'est vrai que le marché de la cosmétique est quand même un petit peu particulier. On n'est pas du tout sur un marché type prêt-à-porter ou même la food, même si à la food, on a cette similarité où on a des grosses réglementations en fait liées, que ce soit au niveau du produit ou au niveau du marketing. Il y a énormément de règles et énormément de réglementations qui nous challenge en fait au quotidien. On peut pas faire ce qu'on veut et dire ce qu'on veut au niveau marketing. Donc il crée aussi ce challenge-là. Et puis c'est vrai que les consommateurs d'aujourd'hui, le marché de la cosmétique est quand même en explosion. Et c'est vrai que chez Light & Derm, en arrivant sur un marché qui est complètement nouveau, en fait, c'était un petit peu arriver sur être un petit peu leader de ce marché, le transformer un petit peu à sa manière, être acteur de tout ça. C'est vrai que ces premières expériences m'ont pas mal. Je pense que c'était un peu la ligne directive logique en fait de passer par ces différentes boîtes avec des audiences complètement différentes et qui m'a amené aujourd'hui à travailler chez Light & Derm. Et c'est ça qui t'a intéressé, c'est vraiment le défi de la start-up, du produit nouveau, la révolution un petit peu de tout ça? C'est ça. J'ai toujours eu. C'est vrai qu'avant, j'avais travaillé avec des marques un peu plus legacy brands qui sont extrêmement déjà mis en place. Il y a plus vraiment énormément de problèmes de branding ou d'awareness où il n'y a pas cet aspect construction en fait. Et c'est vrai que peu importe l'impact qu'on a au niveau personnel sur des legacy brands, notre impact est quand même assez limité. Et d'avoir cette réalité en fait terrain qui nous est renvoyée en fait dans la figure par rapport à ce qu'on peut penser, à la stratégie qu'on peut mettre en place, cette réalité terrain qui nous revient directement assez proche quand on est en startup, hein. On peut avoir une imagination, penser c'est ce qu'il faut faire, c'est la stratégie qu'il faut mettre en place. Puis en fait, on voit la réalité du terrain qui remonte assez rapidement en startup et on a besoin de ces nuances et de cette adaptabilité, du coup, de cette flexibilité en startup où voilà, avec des moyens limités, on est obligé de comprendre assez rapidement qu'est-ce qui va fonctionner. Et cet aspect, voilà, construction, ça, je pense que j'avais besoin dans ma carrière de passer par là pendant au moins quelques temps, d'être vraiment constructeur de ces marques au démarrage, de voir vraiment comprendre comment on crée une marque, pas seulement juste un produit, pas seulement la vente, mais aussi la création de la marque qui était importante. Et puis Light & Derm, le gros plus, c'est que voilà, on a cette possibilité d'être plus qu'acteur sur le marché. On peut être vraiment leader, on peut transformer en fait ce marché de la cosmétique, on peut être acteur de cette transformation qui je pense va s'accélérer au niveau des devices, qui est déjà en train de s'accélérer depuis un an et qui a un plein bond sur tous les marchés. Ouais. Et parlons marketing un petit peu maintenant. Tu as parlé de terrain. Je pense que c'est intéressant de faire la transition ici. On a un produit qui est novateur, mais ça risque peut-être de prendre un certain temps pour qu'il soit bien compris de tous. Donc, il y a un travail d'éducation ici qui va être fait. Vous êtes dans un marché, soyons honnêtes, qui est compétitif. À quoi ça ressemblait le marketing quand tu es arrivé? Quel diagnostic tu fais un petit peu de la situation? Quelles approches tu t'es dit que tu devais changer? Parce que pour bien situer l'audience ici, éduquer une clientèle sur une nouvelle approche spécifiquement dans le domaine médical, ça prend des sous, ça prend de la crédibilité, ça prend de l'excellent contenu. Bref, c'est pas un mandat facile. Comment qu'on l'attaque? Non, c'est sûr, c'est le plus gros challenge aujourd'hui de Light & Derm depuis 3 ans maintenant que c'est commercialisé. Quand je suis arrivé il y a 1 an, on avait déjà pas mal de bonnes pierres qui étaient mis en place. Ça s'est créé vraiment sur un bon relationnel avec la partie professionnelle. Donc la partie professionnelle, c'est les cliniques, c'est les dermatologues. Et tout ça, c'est bâti comme on a créé le produit avec cette audience-là de professionnels. On a déjà une énorme crédibilité au niveau professionnel. On est suivi, recommandé même par ces professionnels. Donc, on avait déjà, dès le démarrage, alors bien sûr qu'on a dû développer au fur et à mesure et qu'on continue de développer constamment, mais c'est sur ça qu'on s'est basé, justement, c'est sur déjà l'aspect crédibilité au niveau professionnel.
Et on a utilisé justement ces professionnels en tant que porte-parole. Et c'est là-dessus aussi où on est rentré sur le marché, c'est avec cette approche, pas uniquement nous-mêmes, Light in Derm, notre marque, notre marketing, mais aussi avec en utilisant justement ces contacts, ces relations et ces recommandations au niveau pro, voilà, d'avoir des vidéos avec des dermatologues qui expliquent véritablement la science derrière et prouver. Et c'est vrai que parce qu'on fait face aussi très rapidement sur cette industrie-là à la problématique de, voilà, on a des produits qui peuvent se vendre sur Alibaba qui vont coûter 12 euros et qui vont malheureusement au niveau impact, résultat, qui vont malheureusement rien offrir à la consommatrice. Donc, on a besoin véritablement de cet aspect professionnel derrière qui est une légitimité, en fait, une légitimité sur ce marché, sur l'impact sur la peau. Ouais. C'est ça qui a été important. Parce que soyons honnêtes, c'est ce que vous avez besoin, de l'éducation, de la crédibilité. Tu as parlé d'acteurs que vous êtes allés chercher spécifiques dans le domaine. Quel type, on pourrait dire entre parenthèses, d'influenceurs, de personnages influents que vous êtes allés chercher? Est-ce que c'est des gens qui avaient des cliniques? Est-ce que c'est des gens qui sont des docteurs? Est-ce que c'est des gens qui utilisent vos produits? Je serais curieux de savoir un petit peu le casting d'influenceurs. Peut-être que les gens qui nous écoutent aujourd'hui vont avoir à penser quand on attaque un marché de la sorte, un marché où on doit être excessivement rigoureux dans les gens qu'on va choisir, qu'on va sélectionner, parce que, on le sait, le domaine de la santé, on ne peut pas se tromper ici, là. Ouais, complètement. Non, complètement. Et c'est vrai que quand on parle d'influence, on pense souvent créateur de contenu. On pense, bien sûr. Voilà. Et c'est vrai que nous, on n'a pas forcément eu cette approche au départ, même si on est en train de la combler aussi avec ça aujourd'hui en complément. Mais la base de cette décision, c'était vraiment d'aller chercher des acteurs qui sont influents, non pas par leur métier de création de contenu sur forcément les raisons, mais juste de par leur métier, de par leur activité, donc que ce soit au niveau professionnel. Donc, comme tu l'as dit, effectivement, on utilise des docteurs, on utilise des docteurs en pharmacie, sur l'aspect science, on utilise des dermatologues, on utilise des cliniques aussi qui vont expliquer comment eux fonctionnent au niveau professionnel et comment nous, Light in Derm, on donne une réponse aussi, parce que nous, c'est pas en clinique, c'est à la maison. On essaie d'offrir en fait un soin qui va être extrêmement approfondi, qui n'existait pas auparavant, à part effectivement dans ces cliniques. On essaie d'offrir cette solution at home, à la maison, et c'est là où on est un lien en fait entre ces cliniques, entre ces dermatologues. On est utile pour eux aussi, pour leur patientèle. Donc en fait, on a vraiment ce lien de transition entre ce que nous on peut offrir à la maison et ce que le dermatologue peut faire en cabinet ou dans les cliniques esthétiques. Donc on a vraiment cette proximité. On utilise vraiment beaucoup de ce type de profil. Et des gens qui ont aussi une autre partie, c'est des gens aussi qui ont une influence. Une communauté, sans être forcément créateur de contenu à la base, mais on utilise par exemple des gens qui ont fait de la télé précédemment, de la présentation télé, donc qui ont un aura en fait de confiance, et qui est extrêmement important pour nous. Mais ce qui est sûr, c'est que dans tous les cas, on n'a pas cette approche on envoie les produits et on demande aux gens de parler de nous. À chaque fois qu'on a un contact, si c'est pas un contact pro, ce qu'on va faire, c'est vraiment comprendre déjà comment nous, Light in Derm, on peut aider cet influenceur, cette créatrice de contenu, parce que tout le monde a forcément un problème de peau, forcément quelque chose à régler. On va d'abord passer plusieurs mois en fait à traiter ces problèmes avec cette personne-là en question. Et ensuite, en fait, ça se fait naturellement parce que l'impact, comme la personne voit l'impact sur sa propre peau, c'est d'autant plus facile d'en parler derrière, et on n'est pas sur, voilà, j'ai pris mon produit, je prends un chèque de la marque et je vais en parler, je vais essayer de donner un discours qui m'a été donné par la marque. Là, en fait, on est vraiment sur de l'authenticité au maximum. Les gens qui ne sont pas convaincus par notre produit parce qu'elles ne voient pas elles-mêmes l'impact, eh ben, on n'a pas de raison de travailler avec eux. On veut pas forcément forcer les gens à parler de nous. On n'y va pas sur un domaine plus purement business. On veut aussi avoir l'impact et que ce soit hyper authentique, et que le message qui soit partagé soit un message voilà, authentique envers leur audience à eux-mêmes, quoi. Et quelles sont les plateformes de distribution? C'est-à-dire le créateur de contenu, entre parenthèses, va faire le visuel, le vidéo, le témoignage, peu importe quel type de médium il choisira. Et qu'en est-il par la suite? Est-ce qu'on veut
que lui-même pousse le contenu sur ses propres plateformes? Est-ce que vous, de votre côté, vous allez utiliser le contenu pour en faire une publicité? Qu'en est-il? Ouais, non, c'est sûr. C'est une très bonne question. Et c'est vrai qu'au démarrage, on était, enfin, on essaye, ce qu'on essaie d'avoir, c'est qu'il y ait vraiment une relation de confiance entre la personne qui en parle et son audience. Clairement, on laisse complètement la liberté au créateur de contenu, à l'influence ou à la personne, au professionnel qui va en parler. On laisse totalement la liberté de son approche et de son discours. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on commence aussi à utiliser ces types de contenus, notamment, surtout avec le contact professionnel. On utilise beaucoup de ces contenus aujourd'hui, que ce soit en organique ou que ce soit en ads. C'est clair qu'on retransmet, on arrive à retranscrire cette confiance aussi et cette autorité aussi sur le marché, Bien à une sûr. audience qui est complètement nouvelle en fait. Et ça fait partie de l'éducation aussi, parce que souvent les discours sont, notamment au niveau pro, sont assez éducationnels dans leurs discours. Donc c'est aussi des choses qui sont intéressantes pour des audiences qui ne nous connaissent, de nulle part encore. On est encore tout nouveau sur le marché, donc c'est important d'avoir premièrement cette approche éducative, parfois que ce soit au niveau scientifique ou parfois au niveau plus émotionnel. Donc ça va dépendre de l'audience, hein. Il y en a qui cherchent à avoir notre outil plutôt pour faire partie d'une communauté et un petit peu moins intéressés sur la compréhension de comment ça fonctionne. Et puis il y a une autre audience qui va avoir besoin de comprendre comment ça fonctionne pour vraiment s'engager sur le produit. Intéressant. Mais bon, on parle d'authenticité, on parle de crédibilité. On ne peut pas passer à côté du travail que la fondatrice fait derrière le produit. Peut-être pour donner un petit peu de contexte, le produit a été bâti à la base parce qu'elle-même a vécu des enjeux assez importants dans le passé. Un cancer de la peau qui était à l'origine un petit peu de cette réflexion de comment améliorer les soins qui peuvent être donnés pour les différentes personnes. Peut-être tu peux nous parler un petit peu de comment cette histoire-là est retransmise en ligne et peut-être même comment qu'elle aide l'organisation, parce que je pense que c'est vraiment dans l'air du temps de parler de l'importance du fondateur dans la structure marketing. Et ici, comme tu l'as dit plusieurs fois dans le podcast, c'est authentique, là. Il n'y a rien qui est forcé. Ça fait vraiment partie de l'origin story, pardonnez-moi l'anglicisme, de l'organisation ici. Ouais, tout à fait. Non, c'est ça. Comme tu le dis, c'est vrai que l'authenticité, c'est sûr c'est un peu ce qui lie toute notre communication. Au final, on n'essaye pas de créer un discours de rien. C'est vrai que tout est, on a de quoi utiliser en fait, hein, on a de quoi taper dans l'histoire réelle en fait. Effectivement, notre fondatrice Géraldine qui a eu un cancer de la peau et qui a dû effectivement se protéger beaucoup du soleil, parce que en gros son capital, si on peut l'appeler comme ça, son capital peau, en fait à ses 20 ans, était déjà arrivé à 50% au final de sa vie. Donc ça a été très difficile pour elle. Et puis en fait, c'est de rencontre en rencontre au niveau professionnel, c'est là qu'elle s'est rendue compte que finalement, c'est un petit peu l'anecdote sympathique, c'est qu'elle s'est rendue compte que finalement c'est la lumière qui pouvait qui pouvait sauver sa peau, cette même lumière Paradoxe, hein, ouais. c'est ça le paradoxe de cette lumière. Qui allait lui sauver la peau. Et c'est aujourd'hui c'est son histoire personnelle. Donc c'est la première consommatrice en fait, hein, de cette création. Elle a passé 7 ans dessus. C'est elle qui a été chercher effectivement tous ces contacts professionnels et scientifiques pour bâtir ce projet. Et c'est elle qui est à l'origine de tout ça. Et c'était à la base pour sauver sa peau. Et puis on s'est rendu compte très rapidement que ça pouvait être le cas pour beaucoup d'autres femmes. Et pour revenir effectivement sur cet impact de cette histoire-là, c'est vrai qu'au départ, Géraldine, c'est quelqu'un d'assez humble, donc il n'a pas forcément tout de suite utilisé, c'est pas forcément montré, elle n'a pas forcément utilisé cette image dès le départ de Light in Derm. Donc c'est un travail qu'on a fait avec elle. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est ce que elle est ce que j'appelle moi un social animal. Donc elle est capable de créer des relations extrêmement fortes en fait avec toutes les personnes qu'elle rencontre. Et c'est vrai qu'elle a jamais véritablement utilisé cet impact incroyable en fait socialement sur le digital en fait, pour aider aussi sa marque de façon plus massive. Donc c'est ce qu'on a travaillé effectivement. On a travaillé son discours, on a travaillé son LinkedIn, son personal branding. Et puis c'est vrai qu'on retranscrit, elle prend de plus en plus la parole quand on sort un nouveau produit. Elle commence à avoir cette crédibilité globale en fait sur le marché aussi, même sans être une vraie scientifique. Elle commence quand même à avoir cette autorité
de par cette authenticité justement dans son discours, elle commence à avoir cette autorité sur le point de vue scientifique, sur voilà, les gens ont confiance en elle. Elle a créé cette confiance envers une certaine audience. Et donc, on l'utilise de plus en plus. En tout cas, on la met de plus en plus en avant sur nos contenus, que ce soit en organique. On l'utilise parfois aussi en paid, sans en faire trop non plus, parce qu'on veut pas non plus tomber dans uniquement voilà, que la marque ne transpire que par sa fondatrice. On veut aussi un petit peu, je vais donner un exemple assez simple de Apple, où Steve Jobs a eu un aura extrêmement grand sur Apple, mais Apple a aussi voilà, cet aspect, cette histoire de créativité et l'envie de faire partie de cette communauté. Donc c'est un peu ce qu'on essaie d'avoir, c'est vraiment une marque forte, tout en ayant aussi cet impact naturel en fait de notre fondatrice, ce qui n'était pas forcément joué au départ, et ce qu'on essaie de plus en plus mettre en place, et ce qui a un impact extrêmement positif aujourd'hui sur la marque et sur l'aura qu'elle peut avoir. Fantastique. Et qu'est-ce qui vous attend pour la suite? Les 12 et 24 prochains mois. beaucoup de projets, beaucoup de choses assez ambitieuses et excitantes. On a un énorme projet là de branding sur lequel on travaille depuis des mois, qui doit voir le jour d'ici la fin d'année, qui doit nous servir à renforcer notre positionnement sur le marché aujourd'hui, et nous aider notamment sur les autres grands projets qui vont être l'international. En fait, on a déjà commencé une présence dans certains pays, dans le UK, mais voilà, je pense que d'ici fin d'année et 2025, ça va être vraiment notre croissance à l'international, donc UK, US, d'autres marchés, voilà, on les choisira au niveau tactique, mais voilà, le but c'est de renforcer notre image d'ici la fin d'année sur le marché français, d'avoir vraiment un kit de fonctionnement, un play kit sur le marché français, et de pouvoir l'exporter sur les différents marchés à l'international. Fantastique. Ben écoute, Anthony Dulieu, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est assez intéressant cette nouvelle histoire. On mettra le maximum de liens dans les notes de l'épisode. On va vous suivre de près. Je crois que l'histoire en vaut la peine. Et pour les gens qui nous écoutent, eh bien, on se dit à bientôt pour un prochain épisode du podcast Commercialite.